Le vendredi matin, Armitage, Rice et Morgan partirent en automobile pour Dunwich, où ils arrivèrent vers 1 heure de l'après-midi. Il faisait un temps délicieux, mais même sous le soleil le plus éclatant, une sorte de terreur et de présage silencieux semblait peser sur les collines bizarrement arrondies et les profonds ravins ombreux de la région maudite. On apercevait par instants sur l'un des sommets un sinistre cercle de pierre qui se détachait sur le ciel. À l'ambiance de peur réprimée qui régnait dans la boutique d'Osborne, ils comprirent qu'il s'était produit quelque chose d'atroce, et ils apprirent bientôt la destruction de la maison d'Elmer Fry et de sa famille. Pendant tout l'après-midi, ils parcoururent les environs de Dunwich, interrogeant les indigènes sur ce qui s'était passé, puis examinant par eux-mêmes avec des saisissements d'horreur croissante les lugubres ruines des Fry et ce qui restait de viscosité bitumeuse, les empreintes impies dans la cour, le bétail blessé de Seth Bishop et les énormes foulées de végétation écrasées un peu partout. La piste qui gravissait et descendait Sentinel Hill prit aux yeux d'Armitage une signification quasi cataclysmique, et il considéra longuement le funèbre autel de pierre au sommet de la colline. Finalement, les visiteurs, apprenant qu'une équipe de la police d'État était arrivée le matin même d'Aylesbury, en réponse au premier témoignage téléphonique sur la tragédie des Fry, décidèrent de prendre contact avec les policiers pour comparer dans la mesure du possible les éléments d'information. Ce qui s'avéra toutefois plus facile à dire qu'à faire, car on ne trouva pas trace du groupe dans aucune direction. Ils étaient venus à 5 en voiture, mais à présent, l'auto restait vide près des ruines dans la cour des Fry. Les indigènes qui leur avaient parlé parurent d'abord aussi déconcertés qu'Armitage et ses compagnons. Puis le vieux Sam Hutchins, frappé par une idée subite, pâlit, donna un coup de coude à Fred Farr et balbutia en montrant la fosse humide et profonde qui béait tout près de là. Bon Dieu, je leur avais pourtant dit de pas descendre dans le ravin, et j'ai jamais pensé que personne le ferait avec ces traces, et cette odeur et les engoulevents qui crient là-dedans dans le noir en plein midi. Un frisson glacé parcourut les visiteurs aussi bien que les gens du pays, et toutes les oreilles se tendirent indistinctement en une sorte d'attente inconsciente. Maintenant qu'il avait vraiment constaté l'horreur et son œuvre détestable, Armitage tremblait de la responsabilité qui pesait sur lui. La nuit tomberait bientôt, et c'est alors que la gigantesque malédiction prendrait pesamment sa mystérieuse course. Negocium perambulan in tenebris. Le vieux bibliothécaire se répétait la formule qu'il avait apprise par cœur et serrait dans sa main le papier où était inscrite la seconde qu'il ne se rappelait pas. Il vérifia le bon fonctionnement de sa torche électrique. Rice, à côté de lui, tira d'une valise un pulvérisateur métallique comme ceux qu'on utilise pour combattre les insectes, tandis que Morgan sortait de son étui le fusil de chasse de gros calibre auquel il faisait confiance, malgré ce qu'affirmait son collègue sur l'inutilité des armes matérielles. Armitage, qui avait lu le hideux journal, savait trop bien à quel genre de manifestation il devait s'attendre, mais il craignait d'ajouter à la terreur des gens de Dunwich en donnant certains indices ou soupçons. Il espérait pouvoir vaincre le mal sans rien révéler au monde du monstre auquel il aurait échappé. Dès que les ombres s'épaissirent, les indigènes commencèrent à partir chacun chez soi, pressés de se barricader dans les maisons en dépit de la preuve flagrante que toutes les serrures et les verrous humains étaient inutiles contre une force qui pouvait à son gré ployer les arbres et broyer les maisons. Ils hochèrent la tête devant la résolution des visiteurs de monter la garde près des ruines des Fry à côté du ravin, et en les quittant, ils ne s'attendaient guère à jamais revoir les veilleurs. La terre gronda sous les collines cette nuit-là, et les engoulevents piaillèrent de façon menaçante. De temps à autre, un coup de vent soufflé de Cold Spring Glen, imprégnant l'air lourd de la nuit d'une puanteur indescriptible. Une puanteur que les 3 veilleurs avaient déjà perçue
quand il se penchait sur un monstre agonisant qui pendant 15 ans et demi avait passé pour un être humain. Mais l'abomination attendue ne se montra pas. Ce qui s'embusquait au fond du ravin attendait son heure, et Armitage déclara à ses compagnons qu'ils seraient suicidaires de vouloir l'attaquer en pleine nuit. Une aube blême se leva, et les nuits nocturnes cessèrent. La journée s'annonçait grise, morne avec de temps en temps un peu de crachin. Des nuages de plus en plus épais s'accumulaient au nord-est des collines. Les hommes d'Arkham ne savaient trop que faire. S'étant mis à l'abri de l'averse qui redoublait sous les rares appentis intacts des frailles, ils discutaient de l'opportunité d'attendre ou de provoquer l'attaque en descendant au fond du ravin en quête de leur monstrueux gibier sans nom. Le déluge se faisait plus violent, et des coups de tonnerre assourdis venaient d'horizons lointains. De larges éclairs illuminèrent le ciel, puis une flèche fourchue étincela, toute proche, comme si elle plongeait au cœur du ravin maudit. Comme le ciel devenait très sombre, les veilleurs espérèrent que l'orage serait bref, intense et suivi d'un temps serein. Il faisait encore affreusement sombre quand, à peine plus d'une heure après, une rumeur de voix confuses se fit entendre sur la route. Presque aussitôt apparut un groupe affolé de plus de 12 hommes courant, criant et même gémissant avec frénésie. Quelqu'un qui marchait en tête parvint à sortir quelques mots en sanglotant, et les hommes d'Arkham eurent un sursaut lorsque ces mots prirent une forme cohérente. « Oh mon Dieu !» disait la voix étranglée. « V'là que ça revient, et en plein jour à cette heure. Les sorties, et il marche jusque-là, et Dieu sait quand il sera sur nous. » L'homme se tut, haletant, mais un autre reprit son message. « Y a pas une heure, Zeb Whiteley a entendu le téléphone sonner, et c'était Mme Corey, la femme à George qui vit plus bas près du carrefour. A dit que son petit valet Luther était dehors pour rentrer les vaches à cause de l'orage après le gros coup de tonnerre, quand il a vu tous les arbres qui se penchaient à la bouche du ravin, à l'autre bout d'ici, et ça sentait cette odeur épouvantable, pareil que quand il a trouvé des grosses marques l'autre lundi matin. A dit qu'il y avait un bruit de glissement, de clapotement plus fort que le bruit des arbres et des buissons écartés. Puis d'un coup, les arbres le long de la route ils ont été poussés d'un côté, et il y a eu un terrible piétinement, et ça a éclaboussé dans la boue. Mais attention, Luther il a rien vu du tout, seulement que les arbres et les broussailles écartés. Puis loin devant, là où le ruisseau à Bishop passe sous la route, il a entendu un craquement, puis un coup horrible sur le pont, comme qui dirait un bruit de bois qui se met à casser et à fendre. Et tout ce temps-là, il a rien vu, rien que les arbres et les buissons écartés. Et quand le bruit de froissement s'est beaucoup éloigné, sur la route du côté de chez le sorcier Whiteley et de Sentinel Hill, Luther a eu les tripes d'aller là où il l'avait entendu d'abord et de regarder par terre. C'était que de la boue et de l'eau. Le ciel était noir et la pluie effaçait toutes les marques à vue d'œil. Mais à l'entrée du ravin, là où les arbres avaient bougé, il y avait encore des marques terribles, grosses, comme des tonneaux, pareil qu'il en avait vu lundi. À ce moment, le premier orateur excité lui coupa la parole. « Mais ça, c'était pas le pire à cette heure. C'est que le commencement. Zeb que v'là était en train d'appeler tous les gens, et tout le monde écoutait quand on a appelé chez Bishop. Sa gouvernante Sally, il était en tous ses états. Elle venait de voir les arbres se courber au bord de la route, et a dit qu'il y avait un bruit de bouillie, comme un éléphant qui souffle et trépigne, et ça venait droit sur la maison. Puis elle parle d'une odeur épouvantable, et que son petit gars Chauncey y braillait, que c'était tout pareil à ce qu'il avait senti lundi matin, à côté des ruines au Whiteley. Et tous les chiens aboyaient et géniaient, quelque chose d'effrayant. Alors v'là qu'elle pousse un cri terrible, puis a dit que la remise près de la route vient de s'effondrer, comme si la tempête l'aurait soufflé. Mais le vent était pas assez fort pour ça. Tout le monde écoutait, et on entendait des tas de gens sur la ligne qui étaient haletants. Tout d'un coup, Sally a crié encore, a dit que la clôture de la cour d'entrée vient de s'effondrer, sans qu'on voie rien, qui ait pu faire ça. Alors tout le monde sur la ligne a entendu hurler Chauncey, le vieux Seth Bishop aussi. Puis Sally criait que quelque chose de lourd cognait la maison. Pas l'éclair ni rien, mais quelque chose de lourd, qui poussait sans arrêt sur le devant, malgré qu'on voit rien par les fenêtres. Et après... La terreur creusait tout leur visage, et Armitage, tout tremblant, eut à peine la force de réclamer la suite. Alors Sally a crié « Au secours, la maison s'écroule !» Et on a entendu un fracas terrible, et des cris, pareil que chez Elmer Fry, mais pire. L'homme se tut, et un autre prit la parole.
C'est tout. Pas un bruit, ni un cri de souris au bout du fil après ça. Rien que le silence. Nous autres qu'on avait entendus, on a pris les Ford et les charrettes, et on a rassemblé chez Cory tous les gastrolites qu'on a pu trouver, et on est venu voir ce que vous pensez qu'on peut faire. Mais moi, je crois que c'est le châtiment du Seigneur pour nos iniquités, et que pas un mortel peut y échapper. Armitage comprit que le moment d'agir était venu et s'adressa d'un ton ferme au groupe indécis des paysans épouvantés. Mes amis, il faut poursuivre cette chose. Son ton se faisait aussi rassurant que possible. Je crois qu'il y a une chance de la mettre hors d'état de nuire. Vous savez que ces Whately étaient sorciers. Eh bien, ce monstre est une sorte de sorcellerie, et doit être vaincu par les mêmes moyens. J'ai étudié le journal de Wilbur Whately, et certains des vieux livres étranges qu'il avait l'habitude de lire, et je crois connaître la formule magique qu'il faut réciter pour le faire disparaître. Naturellement, on ne peut pas être sûr. On peut pourtant tenter sa chance. Il est invisible, je le prévoyais, mais une poudre projetée par ce pulvérisateur à longue portée devrait le faire apparaître une seconde. Nous l'essaierons plus tard. Si effroyable que soit l'existence d'une telle créature, ce n'est rien en comparaison de ce que Wilbur aurait déchaîné s'il avait vécu plus longtemps. Vous ne saurez jamais à quoi le monde a échappé. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul ennemi à combattre, et il ne peut pas se multiplier. Il peut néanmoins faire beaucoup de mal. Aussi, nous ne devons pas hésiter à en débarrasser la communauté. Nous devons le suivre et nous rendre pour commencer à l'endroit qu'il vient de détruire. Que quelqu'un montre le chemin. Je ne connais pas très bien vos routes, mais je suppose qu'il doit y avoir un raccourci à travers champs. Qu'en dites-vous ? Les hommes tergiversèrent un moment, puis Earl Sawyer dit doucement en pointant un doigt sale sous la pluie qui se calmait peu à peu. Je crois que le plus court pour aller chez Seth Bishop, c'est de couper par le pré qui est devant vous, passer par le ruisseau au gué, et monter en traversant le champ fauché à carrière, et le petit bois derrière. Ça vous met sur le route du haut, tout à côté de chez Seth, un petit peu plus loin. Armitage partit aussitôt avec Rice et Morgan dans la direction indiquée, et la plupart des indigènes suivirent lentement. Le ciel s'éclaircissait, et l'on voyait à plus d'un signe que l'orage touchait à sa fin. Armitage ayant par inadvertance pris une mauvaise direction, Joe Osborne l'en avertit et passa devant lui pour lui montrer la bonne. Le courage et la confiance revenaient, mais ses qualités furent mises à rude épreuve dans la pénombre de la pente boisée presque à pic qui marquait la fin de leur raccourci, et qu'il fallut escalader comme une échelle parmi ces arbres prodigieusement anciens. Ils émergèrent enfin sur une route boueuse pour voir briller le soleil. Ils se trouvaient un peu au-delà de la ferme de Seth Bishop, mais les arbres ployés et les ombres hideuses montraient clairement ce qui était passé par là. On ne s'attardait qu'un moment près des ruines après le tournant. C'était pourtant la répétition du drame des Fry, et on ne trouva rien de mort ou vivant dans les coquilles écrasées qui avaient été la maison Bishop et sa grange. Nul ne se souciait de rester là au milieu de cette puanteur et de cette viscosité bitumeuse, et tous se tournèrent instinctivement vers la piste des horribles empreintes qui menaient à la ferme dévastée des Whately et aux pentes de Sentinel Hill couronnées par l'hôtel. En passant devant ces lieux où avait habité Wilbur Whately, ils frissonnèrent visiblement, et il sembla qu'une certaine hésitation se mêlait de nouveau à leurs ailes. Ce n'était pas une plaisanterie de suivre à la trace une chose invisible, grosse comme une maison, et animée de toute la malveillance haineuse d'un démon. Face au pied de Sentinel Hill, les traces quittaient la route et envoyaient des marques fraîches d'écrasement et de foulage le long de la vaste piste qui indiquait le chemin du monstre pour gagner le sommet et en redescendre. Armitage sortit une longue vue de poche d'une considérable puissance pour scruter le flanc escarpé et verdoyant de la colline. Puis, il tendit l'instrument à Morgan, dont la vue était plus perçante. Un instant plus tard, Morgan poussa un cri et, passant la lunette à Earl Sawyer, montra du doigt un point de la pente abrupte. Sawyer, maladroit comme la plupart des gens qui n'ont pas l'habitude des instruments d'optique, tâtonna un peu, puis finit par mettre les lentilles au point avec l'aide d'Armitage. Alors son cri fut moins discret que celui de Morgan. « Dieu tout-puissant, l'herbe et les buissons qui bougent. V'là qui monte, lentement on dirait. Il rampe vers le haut à cette heure. Dieu seul sait pourquoi. » Alors un vent de panique sembla se répandre parmi les chercheurs.
C'est une chose de poursuivre une entité sans nom, mais autre chose est de la trouver. Les formules magiques étaient peut-être excellentes, mais supposons qu'elles ne le soient pas. Des voix commencèrent à interroger Armitage sur ce qu'il savait du monstre, et aucune réponse ne parut vraiment satisfaisante. Chacun ressentait la présence toute proche des mutations de la nature, et d'un être totalement interdit et absolument étranger à l'expérience sensée de l'humanité. Finalement, les trois hommes d'Arkham, le vieux docteur Armitage à la barbe blanche, le professeur Rice qui grisonnait, et l'assez jeune et maigre docteur Morgan, firent seuls l'ascension du sommet. Après avoir expliqué patiemment sa mise au point et son maniement, ils laissèrent la lunette d'approche au groupe effrayé qui restait sur la route, et leur ascension fut attentivement suivie par ceux qui se passaient l'instrument à tour de rôle. Ce fut très dur, et Armitage dut plus d'une fois se faire aider. Bien au-dessus du trio, en plein effort, l'énorme foulée frémissait sous la masse infernale qui passait une fois de plus avec une lenteur d'escargot. Puis, il devint évident que les poursuivants gagnaient du terrain. Curtis Whately, de la branche Seine, tenait la lunette quand les hommes d'Arkham s'écartèrent nettement de la piste. Il informa la foule qu'ils essayaient évidemment de gagner une crête intermédiaire qui dominerait la progression du monstre bien au-delà du point où les arbustes à présent se courbaient. Ce qui en effet se vérifia. On les vit atteindre le sommet mineur peu après le passage de l'horreur invisible. Alors, Weasley Corey, qui avait pris la lunette, cria qu'Armitage ajustait le pulvérisateur que tenait Rice et que quelque chose allait arriver. La foule s'agita nerveusement, se rappelant qu'on attendait de ce pulvérisateur qu'il révèle une seconde au regard le fléau inconnu. 2 ou 3 hommes fermèrent les yeux, mais Curtis Whately se jeta sur la longue-vue et concentra au maximum l'acuité de sa vision. Il constata que Rice, du fait de la position avantageuse du trio en arrière et au-dessus de l'entité, avait bien des chances de projeter la puissante poudre avec une merveilleuse efficacité. Sans longue-vue, on n'aperçut que l'image fugitive d'un nuage gris, à peu près de la taille d'un assez grand bâtiment, près du sommet de la colline. Curtis, qui tenait l'instrument, le laissa tomber, avec un cri perçant dans l'épaisse boue de la route. Il chancela et se serait affaissé sur le sol si 2 ou 3 autres ne l'avaient rattrapé et soutenu. Il ne put que gémir d'une voix à peine perceptible. « Oh, oh, grand Dieu! Cette chose! Cette chose !» Il fut assailli de questions, et seul Henry Wheeler songea à ramasser la lunette et en essuyer la boue. Curtis, incapable de tout discours, suivit, et mit des réponses hachées qui semblaient encore trop pour lui. Plus gros qu'un grange, rien que des cordes qui se tortillent, un genre de coq pareil qu'un œuf de poule plus gros que n'importe quoi, avec des douzaines de pattes, comme des barriques qui se plient quand ça marche. Rien de solide dans tout ça, pareil que de la gelée, et c'est que des cordes séparées qui se trémoussent les uns contre les autres, des gros yeux bombés tout partout, 10 ou 20 bouches ou trompes qui dépassent tous les côtés, grosses comme des tuyaux de poêle, et secouent et s'ouvrent et se ferment, tout gris, avec des espèces d'anneaux bleus ou violets. Et Dieu du ciel, cette moitié de figure qui est au-dessus. Ce dernier souvenir, quel qu'il fût, parut achever le pauvre Curtis, et il s'effondra complètement sans pouvoir en dire davantage. Fred Farr et Will Hutchins le transportèrent au bord de la route et l'étendirent sur l'herbe humide. Henry Wheeler, tout tremblant, tourna vers les hauteurs la lunette restée libre pour voir ce qu'il pourrait. On distinguait à travers les lentilles 3 petites silhouettes qui semblaient courir vers le sommet aussi vite que le permettait la pente abrupte. Elles seules, rien de plus. Puis chacun remarqua un bruit, inattendu pour la saison, au fond de la vallée derrière et même dans les broussailles de Sentinel Hill. C'était la flûte aiguë d'innombrables engoulevents, et dans leur concert criard rôdait une note d'attente impatiente et mauvaise. Earl Sawyer, s'étant emparé de la longue-vue, déclara que les 3 silhouettes se trouvaient maintenant sur le sommet le plus haut, pratiquement au niveau de l'autel de pierre, mais très loin de lui. L'une d'elles, dit-il, élevait ses mains au-dessus de sa tête à intervalles réguliers,
et au moment où Sawyer le disait, la foule crut entendre au loin un faible son presque musical, comme si une psalmodie sonore accompagnait les gestes. La silhouette bizarre sur cette cime isolée aurait pu sembler un tableau infiniment grotesque et impressionnant, mais aucun des spectateurs n'était disposé au jugement esthétique. « Je crois qu'il dit la formule magique, » chuchota Wheeler en reprenant la lunette. Les engoulevents criaient sauvagement, et sur un rythme étrange, étonnamment irrégulier, tout à fait différent de celui du rituel auquel on assistait. Soudain, le soleil parut perdre son éclat en l'absence de tout nuage visible. Ce fut un phénomène insolite que tous observèrent nettement. Un grondement semblait couver sous les collines, curieusement mêlé à un grondement qui lui répondait, mais qui venait clairement du ciel. Un éclair jaillit, et la foule étonnée chercha en vain des signes d'orage. La psalmodie des hommes d'Arkham devenait manifeste, et Wheeler vit dans la lunette qu'ils levaient tous trois les bras au rythme de l'incantation. D'une ferme lointaine parvint l'aboiement frénétique des chiens. La lumière du jour continua à s'altérer, et la foule regardait l'horizon avec stupeur. Une ombre violette, qui n'était rien de plus qu'un approfondissement spectral du bleu du ciel, pesait sur les collines grondantes. Puis l'éclair jaillit de nouveau, plus étincelant encore, et l'on crut qu'il avait révélé comme une brume loin là-haut autour de l'autel de pierre. Personne pourtant ne se servait de la longue vue à cet instant. Les engoulevents poursuivaient leur irrégulière pulsation, et les gens de Dunwich rassemblèrent toute leur énergie contre l'impondérable menace dont l'atmosphère semblait chargée. Sans avertissement, survint cette voix profonde, cassée, rauque, qui hanterait à jamais la mémoire du groupe accablé qui l'entendit alors. Ces sons n'étaient pas nés d'une gorge humaine, car les organes de l'homme ne sauraient produire de ces perversions acoustiques. On les eût dit plutôt sortis de l'enfer lui-même, si leur source n'avait été manifestement l'autel de pierre sur le sommet. C'est d'ailleurs presque une erreur de parler de son, puisque l'essentiel de leur effroyable timbre d'infrabasse s'adressait à d'obscurs sièges de conscience et de terreur beaucoup plus subtils que l'oreille. Il faut pourtant le faire, car ils prenaient, vaguement mais indiscutablement, la forme de mots à demi articulés, sonores, autant que les grondements et le tonnerre auxquels ils faisaient écho, et ils ne venaient pourtant d'aucun être visible. Et parce que l'imagination pouvait suggérer une source hypothétique dans le monde des êtres invisibles, la foule blottie au pied de la montagne se serra plus étroitement encore et tressaillit comme dans l'attente d'un coup. Fit le hideux croissement venu de l'espace. L'impulsion de parole sembla vaciller, comme si s'était livrée une terrifiante lutte psychique. Henry Wheeler, l'œil rivé à la lunette, ne vit que les trois silhouettes humaines qui se profilaient bizarrement sur la cime, agitant furieusement les bras en gestes étranges, tandis que leur incantation atteignait son point culminant. De quel puits ténébreux de crainte ou d'émotion achérontique, de quel gouffre insondé de conscience extracosmique ou d'obscure hérédité longtemps secrète s'arrachaient ces croissements tonitruants à demi articulés. Bientôt ils reprirent, avec une force et une cohérence renouvelées, grandissant en une pure, totale et ultime frénésie. Help! Help! Father! Father! Jag så love! Mais ce fut tout. Le groupe blême sur la route, encore bouleversé par les syllabes indiscutablement anglaises qui avaient jailli, drues et tonnantes du vide frémissant de fureur près de l'autel de pierre, ne les entendrait plus jamais. Mais ils sursautèrent violemment à la terrifiante détonation qui ébranla les collines, l'assourdissante, cataclysmique explosion dont nul n'a jamais su dire si elle venait du ciel ou des entrailles de la terre. Un seul éclair parti du zénith violet frappa l'autel de pierre
et un formidable raz-de-marée de forces invisibles, avec une indescriptible puanteur déferla de la colline sur toute la campagne. Les arbres, l'herbe et les buissons étaient battus de furieux coups de fouet, et au pied de la montagne, les gens épouvantés, affaiblis par la fatale pestilence qui menaçait de les asphyxier, faillirent tomber à la renverse. Des chiens hurlèrent au loin, l'herbe verte et le feuillage séchèrent, environ à un étrange gris-jaune malsain, tandis que les champs et les forêts se couvraient de cadavres d'engoulevents. La puanteur disparut rapidement, mais la végétation ne redevint jamais normale. Aujourd'hui encore, tout ce qui pousse sur cette effroyable colline et aux environs a on ne sait quoi d'impie et de singulier. Curtis Whateley commençait à peine à reprendre conscience quand les hommes d'Arkham descendirent lentement la colline sous les rayons d'un soleil redevenu clair et brillant. Grave et silencieux, ils semblaient branlés par des souvenirs et des réflexions beaucoup plus terribles que lorsqu'ils avaient laissé le groupe des indigènes épouvantés et tremblants. En réponse à un désordre de questions, ils se contentèrent de hocher la tête en réaffirmant un seul fait capital. « Le monstre a disparu pour toujours, » dit Armitage. « Il s'est dispersé dans tous les éléments dont il avait été composé à l'origine et ne pourra plus jamais exister. C'était une chose impossible dans un monde normal. Une infime proportion en était réellement matérielle au sens où nous l'entendons. Il ressemblait à son père et lui est presque entièrement revenu dans un vague empire ou une dimension extérieure à notre univers matériel, quelque abîme incertain d'où seuls les rites les plus infâmes d'un sacrilège humain ont pu l'attirer un moment sur ces collines. » Il y eut un bref silence pendant lequel le pauvre Curtis Whateley retrouva un peu le fil de ses idées. Il se prit la tête à deux mains en gémissant. La mémoire semblait revenir là où elle en était restée, et l'horreur du spectacle qu'il avait terrassé surgit de nouveau devant lui. « Oh mon Dieu, cette moitié de figure qui est au-dessus, cette figure aux yeux rouges avec sa crinière albinos, et pas de menton comme les Whateley. C'était une pieuvre, un mille-pattes, une araignée comme qui dirait, mais il y avait une moitié de figure humaine sur le dessus, et ressemblait au sorcier Whateley, sauf que ça avait je sais pas combien de yards de large. » Il se tut, épuisé, tandis que le groupe des indigènes le considérait, dans une stupéfaction qui n'était plus cette fois cristallisée par la terreur. Seul le vieux Zébulon Whateley, dont l'esprit vagabondait dans les souvenirs d'autrefois, mais qui n'avait rien dit jusque-là, se mit à radoter à haute voix. « Il y a 15 ans de ça, j'ai entendu le vieux Whateley qui disait comme ça, qu'un jour, on entendrait un enfant de Lavinie crier le nom de son père du haut de Sentinel Hill. » Mais Joe Osborne l'interrompit pour interroger de nouveau les hommes d'Arkham. « Quoi que c'était donc en fin de compte? Et comment qu'il a fait le jeune sorcier Whateley pour le faire venir de là-haut » Armitage choisit soigneusement ses mots. « C'était surtout une sorte de force qui n'appartient pas à l'espace que nous connaissons. Une sorte de force qui agit, se développe et prend forme selon d'autres lois que celles de notre type de nature. Nous ne devons pas nous mêler de faire venir des choses pareilles de l'extérieur, et seuls les gens très malfaisants et les cultes impies s'y sont jamais risqués. Il y en avait un peu dans Wilbur Whateley, suffisamment pour faire de lui un monstre précoce et un démon, et pour faire de sa mort un spectacle assez effroyable. Je vais brûler son journal maudit, et il serait sage, mes amis, de dynamiter cet hôtel là-haut, et d'abattre tous ces cercles de pierre dressés sur les autres collines. Tout cela attire ici-bas les êtres que les Whateley aimaient tant, les êtres qu'ils allaient manifestement déchaîner pour anéantir l'espèce humaine et pour entraîner la terre on ne sait où, et dans on ne sait quel but. Quant au monstre que nous venons de renvoyer, les Whateley l'avaient élevé pour jouer un rôle abominable dans ce qui se préparait. Il poussa vite et fort, de la même manière que Wilbur grandit vite et fort, mais il le dépassa parce qu'il y avait en lui une part plus importante d'extériorité. Inutile de demander comment Wilbur l'a fait venir de là-haut. Il ne l'a pas fait venir. C'était son frère jumeau, mais il ressemblait davantage au père.